Vous êtes sur Midi 1, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de deux lieux exceptionnels au Sénégal. D'abord, le village de Moulomp, situé en Basse-Casamance, un lieu connu pour ses fromagers et ses maisons à étages qui ont été classés monuments historiques en 2003. Ensuite, le parc de Djibélor, qui a la particularité d'accueillir sur ses terres un centre d'élevage de crocodiles. Que ce soit au village de Moulomp ou dans le parc de Djibélor, les populations qui y vivent tiennent absolument à la préservation de leur environnement et à la pérennisation de leur écosystème. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de ces magnifiques endroits au pays de la Teranga, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en gestion environnementale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour Alexis, c'est un réel plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Et donc, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de Croissance Verte. Tout de suite, place à notre reportage. On se retrouve ici juste après. Il est signé Jean-Paul Dour et Bachir Boudian. Le village de Moulomp, en Basse-Casamance, est situé dans le département d'Oussouye, à 31 km de Ziguinchor. Cette localité de près de 12 000 habitants possède divers cadeaux de la nature. Yannick est le gestionnaire du musée depuis plus de 15 ans. Vous voyez, la place là que vous voyez est sacrée. Pourquoi? Parce qu'il y a un fétiche qui est là. La personne a le droit d'y accéder. C'est seulement le roi et ses conseillers qui ont le droit d'y accéder. C'est pour laquelle on a tout débroussé sauf la place là. Donc le roi, s'il a envie de discuter avec les villageois, c'est ici qu'il parvient à faire ses réunions. Et ces arbres que vous voyez, le vrai nom c'est le capoquier. Mais on l'appelle aussi fromager. En fait, c'est des arbres de repère. C'est comme les phares en pleine mer. Donc toutefois que vous partez en pleine forêt et vous ne parvenez pas à vous diriger, si vous apercevez un fromager quelque part, sachez qu'il y a des habitants. Donc c'est des arbres qui ont été plantés. Donc chez nous, personne n'a le droit de couper un fromager. Et puis le fromager est un arbre qui est très utile chez nous. Non seulement le tronc, on l'utilise pour faire des pirogues, les racines, on les utilise pour faire des portes, des cercueils et même des fenêtres. Et vous allez voir, même la porte du musée est faite avec les racines du fromager. Vous voyez, si vous coupez une partie, après dans quelques années, ça se referme, ça se cicatrise. Après, on aura l'occasion de faire un tour. Vous allez voir un fromager qui a été coupé et vous allez voir comment ça se referme. Et le fromager aussi, quand il est jeune, il a ses épines. Quand il est adulte, il perd ses épines. Et quand il est vieux, il récupère ses épines. Et là, il doit faire quelque chose comme 3 à 4 siècles. Et vous savez qu'il paraît qu'avant, les enfants même faisaient de, comment on appelle ça encore, jeux de cache-cache. Et avant aussi, vous savez qu'il y avait trop de guerres. Donc des fois, c'est ici qu'ils venaient pour se cacher, pour attendre l'ennemi. C'est autour de ce fromager qu'est pratiquée la lutte traditionnelle. Une véritable fabrique de champions, ayant remporté des médailles au niveau national et international. Place maintenant à la visite guidée du musée. Le créateur du musée, il s'appelle Jules Julio Sambou, mais actuellement il est professeur de PS, il est à Ziguinchor. Vous avez deux choses à visiter, il y a le musée et la Casa Impluvium. En fait, une Casa Impluvium, c'est quoi? C'est une case qui verse de deux sens différents. Vous savez que chez nous, avant, il y avait trop de guerres à cause des rizières et des forêts. Donc les hommes, quand ils partaient pour la guerre, et les femmes, quand elles allaient chercher de l'eau dans les rizières, elles se faisaient capturer par l'ennemi. Donc finalement, pour éviter tout ça, ils ont créé cette maison. Donc au lieu d'aller chercher de l'eau quelque part, non, c'est par là qu'elles parvenaient à récupérer l'eau pendant l'hivernage, en même temps avoir de la lumière. En fait, c'est des maisons de sécurité. Toutefois que la personne qui est à l'intérieur ferme la porte, si l'ennemi vient, il tape la porte, tu regardes, tu ne reconnais pas, tu n'ouvres pas. C'est seulement la personne qui est à l'intérieur qui aura accès à ouvrir la porte. Et avant, 7 familles vivaient dans des maisons pareilles, mais plus larges, avec les animaux et tout et tout. Et vous savez qu'avant, il n'y avait pas d'école.
Les enfants sont obligés de rester là avec la grand-mère et le grand-père et ils passent tout leur temps à leur raconter l'histoire de la famille. Mais maintenant, ça commence à disparaître. Non seulement pour avoir la paille, c'est un peu compliqué. Non seulement ça coûte trop cher et puis avec les feux de brousse des fois, c'est par là qu'on parvient à récupérer l'eau. Et il y avait des réserves à l'intérieur. Et vous avez vu, il y a une canalisation qui sort de l'autre côté. Dehors, c'est juste pour éviter les inondations. Ces paniers sont confectionnés avec des feuilles de rognier. Ils servent à contenir le riz décortiqué et non décortiqué. Les parapluies et parasols protègent la mère et son bébé du soleil et durant la saison des pluies. Quand une personne est perdue ou est retrouvée, il y a une façon d'alerter la population. Il suffit d'avoir de la myrrhe. Et pour grimper sur le palmier, une ceinture adaptée est indispensable. Le récolteur, il est toujours armé avec cet instrument qui est tranchant, qu'on appelle en diola esiban. C'est avec cet instrument qui parvient à faire saigner l'arbre. Et vous voyez la partie blessée de l'arbre, tu as l'entonnoir qui est fait avec 3 feuilles de palmier. Tu fermes comme ça la partie blessée. Tu as vu? Tu as vu, tu fermes la partie blessée et tu as la sève qui coule, qui va directement au colocanthe. Les colocanthes, c'est la même famille avec calebasse. Voilà. Et le récolteur, il monte 2 fois par jour. Le matin, c'est pour récupérer la sève qui est le vin de palme. Le soir, c'est pour changer l'entonnoir. Dans chaque concession, il y a un hôtel des morts où sont gardés tous les biens du défunt. Ici, les populations ont un rapport particulier avec leurs défunts. Direction la Pointe Saint-Georges, à une quinzaine de kilomètres de Mboulomp, sur la rive gauche du fleuve Casamance, entre Ziguinchor et l'île de Carabane. Ce village de pêcheurs a bonne mine, malgré la rareté des touristes. Ça, c'est un mirador. Là, c'est ici que les gens venaient pour monter. Et là, tu es bien allé, tu regardes les lamantins. C'est avec les lamantins, en général, c'est des... je ne peux même pas dire, c'est des mammifères, ouais. Mais ça vit dans de l'eau douce. En général, toutefois que tu aperçois des lamantins quelque part, sache qu'il y a de l'eau douce. Et c'est bien protégé par la marine. Et donc, personne n'a le droit de les tuer. Même si par hasard, en pêchant, tu attrapes un lamentin, il faut que tu le laisses. Parce que ça commence à disparaître, donc voilà. La mer avance? Oui, la mer avance. La mer avance, mais bof. On est en train de voir comment faire, hein. Peut-être avec Ali Haïdar, parce que vraiment, Ali Haïdar, c'est lui qui a créé même cette mirador que vous voyez, c'est avec Ali Haïdar. Aussi la jeunesse aussi est en train de faire le maximum possible. Il est le garant de tout l'écosystème environnemental à Mboulomp. Arbres, mangroves, rizières, entre autres. Il est en quelque sorte le responsable de la préservation de l'environnement à Mboulomp. Aucune grande décision ne se prend sans mon aval. Personne n'a le droit de couper la plus petite branche sans mon consentement. Sinon, cela va porter préjudice à l'auteur. Mon rôle est de protéger l'environnement de la meilleure façon possible. Après Mboulomp, le parc de Djibelor nous tend ses bras. Un site niché dans la forêt dense. Cela fait 4 ans que ce monsieur élève des crocodiles du Nil. C'est via une recommandation qu'il s'est retrouvé dans le parc. C'est ainsi qu'il y a découvert les habitudes alimentaires des crocodiles. On a plusieurs spécimens ici. Il est difficile de les compter parce qu'il y a toujours certains qui se cachent sous l'eau au moment du décompte. Le plus âgé, comme celui que vous apercevez là-bas, a plus de 35 ans. Depuis plus de 50 ans, il prend soin des reptiles. Auparavant, le septuagénaire travaillait dans des plantations d'ananas et de mangue. Presque tous les crocodiles qui sont dans la réserve de Bandia, à 65 km de Dakar, viennent d'ici. Le crocodile est un grand prédateur dont la stratégie de chasse est de donner l'impression d'être mort pour attirer les autres animaux.
Voici la maîtresse des lieux. Elle et son époux Gérard ont payé l'exploitation de 30 hectares il y a 44 ans. Il y a des maladies et malheureusement, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un spécialiste au niveau des Syriens. Syriens, ce sont des crocodiles, notamment, c'est la famille. Il n'y a pas de spécialiste. Et on essaye tant bien que mal de se débrouiller. Actuellement, ils ont des maladies, genre staphylocoque, microbe, et c'est pas facile. Vous n'avez pas essayé de trouver des spécialistes dans les autres pays africains ou dans les pays européens pour qu'ils viennent collaborer avec vous? Si. Le seul élevage qui existe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, bon, est-ce qu'on peut même appeler ça un élevage? Ce sont les fabo-crocodiles de Houphouët en Côte d'Ivoire. Et quand on a eu ces problèmes, on s'est rapproché de Madagascar parce qu'il y a un élevage, il y a des élevages de crocodiles. Et c'est ainsi qu'on est rentré en contact, mais malheureusement, on n'a jamais eu un retour positif. Et apprivoiser, non, c'est trop dire, hein. L'instinct sauvage est toujours là. L'instinct sauvage est toujours là. Quand on y rentre, surtout il y a la ponte, le crocodile ou la femelle, elle pond en enterrant ses œufs. Et la ponte, normalement, c'est à partir du mois de mars. Et ces œufs vont éclore à partir du mois de juin. Et c'est là qu'on fait le ramassage. Parce qu'autrefois, ce que j'oublie de vous dire, rien ne vaut la nature. On avait une incubatrice avec des locaux entièrement fermés. Et le résultat de la ponte était quasi nul. Et quand on a mis incubation un peu à l'état sauvage, c'est-à-dire quoi? Des bassins remplis de sable et tout, milieu plus ou moins naturel du crocodile. Et là, on a eu des taux de réussite de 99%. Le crocodile du Nil est à l'état sauvage. C'est une espèce qu'on trouve beaucoup dans le fleuve Casamance. Ils y sont intégralement protégés. Il n'y a jamais eu d'accident que je touche du bois. Rendons grâce à Dieu. Il n'y a jamais eu d'accident. Il n'y a jamais eu. Mais je ne pourrais pas vous dire que je me familiariserai ou bien on se familiariserait. On fait toujours attention. Il y a l'instinct sauvage. Quand on fait la cueillette des œufs, il y a toujours 2 personnes devant et 2 autres derrière. Et la personne qui les ramasse est au milieu. Ils peuvent surgir de partout. Actuellement, il y a 600 bêtes actuellement dans le bassin là, ou dans les bassins. Il y a 600 bêtes. Malheureusement, nous n'avons aucune subvention de l'État, aucune. Et pourtant, c'est un endroit bien connu. Nous recevons des stagiaires qui venaient de divers horizons. Les écoles, ça devient des champs d'application. Les braconniers passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA, soit près de 8 000 €, sont aujourd'hui très sévèrement punis par la loi. Dans le parc de Djibélor, le crocodile le plus long peut mesurer jusqu'à 7 mètres. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en gestion environnementale. Monsieur Diagne, d'abord, Moulamp est avant tout le village au fromager, des arbres gigantesques que l'on retrouve partout sur place. Dites-nous, que retenez-vous de ce reportage que vous venez de suivre qui a été réalisé entre Moulamp et Djibélor? Oui, il est vraiment très important de préserver la nature, aussi bien donc
la faune que la flore. Et avec ce grand fromager qui trône carrément au niveau de cette place de village, il faut vraiment sensibiliser les populations. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on coupe beaucoup des arbres et ce sont des arbres qui sont pratiquement centenaires. Et là, on perd beaucoup. Donc, c'est des repères de tradition qui sont là-bas. Et il faut vraiment donc sensibiliser les gens sur la préservation de la nature et aussi aller à la découverte aussi donc de ces espèces, parce qu'il y a beaucoup d'espèces florales qui disparaissent, donc on ne les plante plus. Ceux qui ont le savoir, soit ils sont déjà partis, ils sont décédés. Et aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne de transmission. Vous voyez un peu celui qui est un peu le conservateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a préparé pour pouvoir après lui donc continuer un peu donc ce message. Et avec aussi donc le parc de crocodiles, ça aussi c'est très important. Au Sénégal, il est très rare de voir des crocodiles. À Dakar, c'est juste au niveau du parc zoologique de Hann. Et je pense que véritablement avec un nombre aussi important de crocodiles, je pense que ce parc gagnerait à avoir beaucoup plus d'attention et susciter l'intérêt de l'État, du ministère de l'Environnement, mais aussi du ministère du Tourisme. C'est un lieu aussi donc très touristique. Le village de Moulamp dispose également d'un centre de promotion agricole. Quelle est son importance dans le développement de la filière de Moulamp? Vous savez, la zone du sud a beaucoup d'espèces et d'arbres fruitiers. Et je pense le seul problème qui sont là-bas, c'est peut-être de pouvoir bien les valoriser. S'ils ont réussi à bien les exploiter, après maintenant, c'est tout ce qui est donc processus de transformation. Et je pense que parfois, il faut organiser quelque chose qui soit vraiment endogène, sans nuire donc, à l'environnement qu'on a bien trouvé, bien conservé. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très important de pouvoir donc vraiment s'adapter. Il n'est pas obligé de transformer carrément tout un environnement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a trouvé sur place et comment s'adapter pour pouvoir maintenant améliorer donc un peu son attractivité. À Moulamp, les communautés locales vivent principalement de l'agriculture, de la riziculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme entre autres. Comment développer ces activités dans cette zone tout en veillant au respect de l'environnement? Dans ces localités, pour ce qui est un peu un problème, c'est pratiquement l'énergie qui est un problème. Parfois, donc, on pêche beaucoup de poissons, que ce soit donc poissons d'eau douce ou bien donc avec le bras de mer et tout. Quand il s'agit aussi du riz, ce qui leur manque, c'est de pouvoir aussi le transformer. Mais la qualité de riz qu'on a dans le sud, on peut garder ce riz-là pendant une année. Malheureusement, parfois, s'il y a des problèmes donc, de salinité des sols, ils perdent leur capacité de production. Donc, je pense qu'il faut véritablement intégrer. Il faut créer un écosystème où il y a une autosuffisance donc, alimentaire, donc le riz. On sait qu'en milieu Diola, le riz est pratiquement sacré. Le poisson aussi, donc pouvoir donc mettre des clés de séchage, donc pouvoir donc avoir des produits halieutiques donc transformés. Et maintenant aussi, pour l'agriculture aussi, valoriser les productions locales. Monsieur Diagne, nous avons vu dans le reportage que la nature occupe une place de choix dans la culture Diola. Quelle appréciation faites-vous de cela? Je pense que c'est vraiment une très excellente chose qu'ils ont quelqu'un qui est considéré comme le ministre de l'Environnement, qui est donc aussi consulté. Et je pense que pour certaines ethnies, cette personnalité est très très importante. On ne peut pas venir comme ça couper un arbre. Il y a certaines ethnies, parfois même, je peux dire chez les Peuls, on ne vient pas couper comme ça. Parfois, il y a des litanies donc, à dire avant de couper l'arbre. C'est comme demander une autorisation avant maintenant de couper ne serait-ce une branche ou bien une racine. Donc je pense que ça, ce sont des choses, et vraiment c'est un patrimoine qu'il faut véritablement donc, beaucoup mettre en avant pour qu'on sache que véritablement, lorsqu'on lance certains programmes de développement, donc de préservation de la nature, il faut aussi savoir ce n'est pas une tabula rasa. Il y a des choses qui sont déjà sur place, il faut les intégrer dans le dispositif. La conservation est aussi une réalité à Moulamp avec la protection d'espèces comme les lamantins. Comment davantage veiller à protéger d'autres espèces? L'initiative des parcs est une bonne chose, les parcs naturels. Peut-être c'est les espaces. À l'image des crocodiles, si vous avez plus d'une centaine,
vous voyez un peu l'espace que ça va prendre. Si vous avez aussi ces lamantins là aussi, il faut pouvoir aussi pouvoir les identifier, savoir aussi donc quel est donc leur environnement. Mais surtout, on n'a pas de spécialistes. Comme on l'a vu dans le reportage, il n'y a pas de spécialistes pour ces espèces. Et ça aussi, c'est un peu là où il y a des problèmes au niveau de la formation, donc en biologie animale. Donc je pense que parfois, il faut toujours intégrer le besoin par rapport à nos réalités. Donc il faut véritablement qu'il y ait un effort. On est un peu trop cloisonné. Donc il n'y a pas de pont, en tout cas, pour faire en sorte de vraiment travailler sur des espèces qui sont rares, qui sont protégées, qui sont au Sénégal. Mais il n'y a pas donc de spécialistes véritablement pour ça. Quittant Moulambe, parlons à Djibélor, parlons de l'activité d'élevage de crocodiles. Que pensez-vous de cette dernière? Je pense que c'est une espèce, l'espèce du Nil, donc, qui est très très résistante. Et je pense aujourd'hui, si on arrive à faire un élevage comme ça, donc conséquent, je pense que de façon empirique, ils ont réussi à maîtriser un peu la procréation donc, pour cette espèce. Je pense que le ministère de l'élevage, le ministère de l'école vétérinaire, ils devraient pouvoir vraiment faire un lien et aussi donc faire appel aussi aux bailleurs pour ça. Certains crocodiles élevés à Djibélor sont par la suite transférés dans d'autres réserves à travers le pays, comme le cas de Bandia. Comment aujourd'hui développer de telles initiatives de conservation d'espèces dans d'autres localités à travers le pays? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une relation avec la nature. C'est essayer de se réconcilier avec la nature, de se réconcilier avec aussi donc la faune et la flore. Nous sommes devenus un peu trop urbains. Parfois, c'est extraordinaire. Je le vois avec mes enfants. Il y a certains fruits qu'ils ne connaissent même pas. Ils n'ont jamais vu. Donc, vous voyez un peu. Donc, si on n'arrive pas à les faire découvrir, si on n'arrive pas à les faire voir des espèces qui peut-être ont disparu, ou bien qu'ils ne voient qu'à travers les dessins animés, les films, il faut qu'on puisse les amener dans l'environnement, on peut dire, presque naturel, pour qu'ils sachent que voilà donc comment est un crocodile, voilà comment est un lion, tout cela. Donc il faut organiser ça et faire en sorte qu'il y ait un peu qu'il y ait un lien avec l'éducation nationale, que les élèves puissent venir faire des excursions. Le parc de la réserve de Bandia est là, c'est pas loin. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Et je pense que le Sénégal fait 14 régions. On doit pouvoir avoir quand même des réserves naturelles pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quand même certaines espèces qu'on peut conserver, qu'on peut aussi faire découvrir donc, aux enfants. Selon vous, est-ce que ce qui se passe au parc de Djibélor peut constituer une solution face aux menaces qui pèsent sur certaines espèces en voie d'extinction? Oui, ça peut être très très intéressant. Je pense qu'en Afrique, un parc très célèbre, c'est aussi donc, c'est au niveau du Kenya et tout cela. Donc ils ont des espaces. Nous aussi, on a par exemple des espaces qui sont vierges. Donc si on arrive à avoir un certain nombre d'espèces qu'on a pu un peu récupérer, qu'on a pu en tout cas on a sauvé, il faut aussi créer des espaces où ils ont quand même un environnement suffisamment spacieux pour qu'ils puissent encore plus s'épanouir. Maintenant, s'il y a une certaine densité, pourquoi pas, donc avec une coopération transfrontalière, tout cela, de pouvoir, par exemple, pourquoi pas, soit vendre certaines espèces, ça peut donc créer, générer des ressources, ou bien peut-être faire des échanges d'espèces. Donc voilà, je pense qu'il faut créer une certaine dynamique et vraiment donc avoir le concours donc, des vrais spécialistes du métier pour qu'ils fassent un tout peu un recensement. Et comment aussi développer une stratégie. Parce que s'il y a une trop forte densité de ces espèces, ce sont des espèces carnivores, donc il faut aussi savoir aussi donc, quelle est la quantité qu'ils consomment. Donc il faut vraiment donc, organiser ça. Je pense qu'avec cette émission, ce reportage, je pense que le message va un peu être plus élargi. Comment mieux sensibiliser les populations pour une meilleure protection des espèces en voie de disparition? Il faut beaucoup de communication. Il faut beaucoup de communication en plus de l'éducation environnementale. Il faut beaucoup de communication. Il faut aussi que les structures aussi, donc, je veux dire institutionnelles de l'État aussi s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent véritablement. On ne peut pas rester dans un bureau pour dire qu'on est en train d'avoir un plan de développement. Non, il faut véritablement descendre sur le terrain. Et là, vous savez, quand on est mieux que dans son environnement. Là où on est né, là où on a grandi, on a créé quand même une certaine symbiose avec son environnement.
Donc il faut faire en sorte que les ressources humaines qui sont sur place, qu'on puisse véritablement les renforcer en compétences et qu'ils soient eux-mêmes les premiers conservateurs donc, du patrimoine environnemental et aussi la flore comme la faune. Merci Alassane Diagne. Nous rappelons que vous êtes consultant en gestion environnementale. Merci d'avoir accepté l'invitation de Midi 1. Merci, c'est un réel plaisir et donc je souhaite que véritablement le message passe à travers tous les réseaux sociaux. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.